Villeneuve, merci de nous recevoir chez vous pour cet entretien accordé à Paris United. Déjà, on voulait avoir de vos nouvelles, parce que ça fait longtemps qu'on ne vous a pas vu dans les médias, notamment, savoir qu'est-ce que vous donnez, si vous avez toujours des activités professionnelles à côté. Moi, vous savez, je suis pratiquement né journaliste et je reste un journaliste. Et je suis toujours journaliste. Donc j'ai des activités de presse écrite. Je suis le vice-président du groupe Valmonde et je suis toujours collaborateur d'Europe 1 dans divers et variés sujets. Évidemment le foot de temps en temps et évidemment la politique, puisque je fais partie d'une émission qui parle essentiellement de politique. Les grandes voix d'Europe. Pourquoi les grandes voix? Parce qu'en réalité, on devrait dire les vieilles voix d'Europe. J'ai passé 18 ans en Europe. Je suis rentré comme un rédacteur, un reporter. Je suis parti comme directeur de la rédaction pour passer à nouveau 18 ans à TF1. Moi, j'aime bien les bails de longue durée. Je ne suis pas tellement une sorte de missile fulgurant, si vous voulez, et ni un drone à reconnaissance faciale. J'aime bien rester, prendre mes habitudes et être entouré d'une équipe dont la principale valeur est la loyauté, ce qui est assez rare dans le journalisme. C'est sûr, dans ce métier, c'est souvent pas le cas. Vous êtes bien payé pour le savoir. Exactement. Donc on va revenir sur votre mandat de président du PSG. Donc vous arrivez le 27 mai 2008. Comment se sont passés les contacts avec les Américains de Colonie Capital? Comment se sont noués les premiers? J'ai jamais rencontré les Américains. L'américano-libanais qui était le président du fonds, je ne l'ai jamais rencontré. Si vous voulez, c'est un homme qui s'appelle Michel Derbès, qui était l'ancien directeur général du groupe Bouygues, qui est venu me voir en disant Sébastien Bazin souhaiterait connaître aussi bien le président le coach de Manchester United, Sir Alex Ferguson, et rencontrer et passer toute une journée à Emirates Stadium et surtout au camp de Cowley, qui est le camp de Arsenal, avec Arsène Wenger. Pourquoi Arsène Wenger? Parce que j'avais connu Arsène Wenger à l'occasion de ma direction générale de la filiale de TF1, dans laquelle il y avait comme responsabilité la direction des magazines, la direction des opérations spéciales et la direction générale du sport, puisqu'on voulait changer et notamment donner du sang nouveau avec des présentateurs qui parlaient français, qui ne s'en prenaient pas à l'origine culturelle de chacun des arbitres, c'est-à-dire changer notamment Thierry Roland pour faire venir Thierry Gilardi. Thierry Gilardi avait cette marque particulière d'aimer les joueurs, d'aimer le jeu et d'être enthousiaste et parlant un français pur et magnifique. Et il a beaucoup apporté, puisqu'on lui a non seulement donné la direction de Téléfoot, évidemment les commentaires de football, et c'est à cette occasion-là que j'ai demandé à Arsène Wenger, que je connaissais personnellement. J'étais un supporter de Arsenal, j'allais souvent à l'Emirates Stadium durant les week-ends, et notamment le Boxing Day. J'aimais passer mes vacances de Noël et de jour de l'an à Londres pour voir tous les jours un match ou deux matchs. Et donc c'est à cette occasion-là, bien avant évidemment que je fasse venir Arsène, et je lui ai demandé d'intervenir comme il le sentait, c'est-à-dire relativement rarement. Arsène, c'est pas quelqu'un qui a un débit de parole permanent. Au contraire, il a un œil formidablement analytique pour faire le point tous les 10 minutes, tous les quarts d'heure. Et donc, j'ai passé ma journée avec Sébastien Bazin et Michel Derbès à Londres. Et contrairement à ce qui a été écrit par un ou deux journalistes, qui n'ont même pas pris la peine d'ailleurs de vérifier la réalité de leurs informations, ce qui est pas rare en matière de sport, surtout. Arsène Wenger, à un moment donné, m'a dit « Tu aimes souffrir ?» Alors, je ne voyais pas le sens de la question. Et il me dit, parce que Sébastien Bazin m'a dit « Qu'est-ce que vous pensez de Charles Villeneuve comme président? Il a quitté TF1. Je sais qu'il a envie de rester journaliste. Mais je trouve dans son approche, on a passé toute une journée ensemble et aussi avec certains des membres du conseil d'administration,
Il a une approche et un contact humain assez facile. Il aime bien 2 ou 3 des joueurs. Je sais qu'il connaît bien un certain nombre de joueurs qui jouent dans le championnat anglais. Si vous pouviez nous aider, etc. C'est là qu'il m'a renouvelé la question en fin d'après-midi. Est-ce que tu aimes souffrir? Je lui ai dit, mais dis-moi pourquoi? J'aime pas souffrir, non. Il me dit, écoute, si on te propose la place de président d'un club, tu vas souffrir. Parce qu'un dimanche ne ressemble pas à un autre dimanche. Et la victoire n'est pas toujours au bout de la soirée de dimanche. Je lui ai dit, mais tu me parles de quel club? Moi, tu sais, je suis un sudiste, je ne suis pas un germanique comme toi. Moi, je viens du Moyen-Orient, je suis ce qu'on appelle un Français d'Orient. Et puis, mes clubs sont plutôt dans le sud. Nice, Cannes, l'OM, que j'aimais bien aussi, que j'aime toujours bien d'ailleurs. Mais c'est vrai que j'étais un supporter du PSG. Je trouvais que l'aventure du PSG était formidable et que Paris avait besoin d'un grand club. Il me dit, ben PSG. Je lui dis, écoute, qu'est-ce que tu en penses? Il me dit, je te repose la question. Est-ce que tu aimes souffrir? Si tu veux souffrir, deviens président. Et là, tu vas en chier. Et dans l'avion, de retour, Sébastien Mazia m'a dit, est-ce que tu accepterais de prendre contact? Je vais te présenter aux membres importants du conseil d'administration. Et c'est vrai que le conseil d'administration, c'était l'armée de Bourbaki, il y en avait partout. C'était un conseil d'administration fleuve, avec d'anciens présidents. Et de manière freudienne, un ancien président qui voit arriver un nouveau président, il n'est pas partisan du nouveau président. J'appelle ça les étrangleurs ottomans, moi. Si vous voulez, rien de plus fourbe que notre étrangleur ottoman. Et d'ailleurs, je ne me suis pas trompé. On en parlera après. Et donc, dans le prolongement de ça, après votre arrivée au club, la situation sportive était compliquée, parce que le 15e. Voilà, le PSG venait de finir 15e, à 3 points de la relégation. Quelles ont été vos premières décisions, notamment avec le Mercato et l'épisode Thuram et autres? Alors, l'épisode Thuram, j'avais beaucoup parlé. Je ne suis passé par aucun intermédiaire. Thuram n'a pas d'agent. Il est son propre agent. Il habitait à 2 pas de chez moi. Ici, je suis au boulevard Suchet. Il habitait rue Poussin, qui est une rue perpendiculaire à la place de la Porte d'Auteuil. Donc, j'allais le soir chez lui et nous discutions tous les deux en tête-à-tête pendant 2 heures, 3 heures, etc. Et je lui disais, voilà, il faut quand même une certaine autorité. Il faut des noms prestigieux. Paris a besoin de ça. Paris, c'est la capitale mondiale la plus prestigieuse du monde, Paris. Paris, qui n'a pas un grand club, c'est pas possible, sincèrement. Et Thuram, il est venu avec moi au camp d'entraînement à Saint-Germain-en-Laye et j'ai vu tout de suite l'autorité qu'il exerçait. Il a fait d'ailleurs une remarque à Sacco en disant, la crête là, c'est fini, hein, si je viens là. Et Sacco, il n'a pas dit un mot. Je me suis dit, c'est celui-là qu'il me faut. Il a une autorité naturelle, on va dire. Absolument. Et puis, c'est un travailleur, c'est un bosseur. C'est un type qui, au départ, n'est pas doué pour le foot. D'ailleurs, Wenger, qui a été un des accoucheurs de Thuram, qu'il a totalement suivi, coaché, formé, etc., m'avait bien décrit Thuram. Et donc, j'ai ici, dans mon parking, le maillot collector 4. Il avait le numéro 4 de Thuram qu'il n'a jamais mis, puisque l'examen médical a fait que son cœur était trop gros. Malformation cardiaque. Malformation cardiaque qu'il avait à l'origine, et c'était congénital, puisque son frère... Son frère l'avait eu aussi, qui joue au basket. Exactement. Et donc il a pris la décision en disant, je ne peux pas faire ça à ma mère, je ne peux pas faire ça à ma sœur, etc. J'arrête. Et c'est le docteur Roland qui est venu, alors que moi j'étais dans mon bureau au PSG, ici au parc, et il est venu me dire, il y a un problème avec Thuram. Je suis tombé de l'arbre. C'est pas possible. Il a joué le championnat d'Europe, etc. Et quel problème il peut y avoir? Et c'est là qu'il m'a décrit sa situation médicale. Et donc aussi dans ce mercato, il y a quand même le départ à négocier de Paoletta qui est en fin de contrat, donc il faut renouveler un peu l'effectif, notamment vous recrutez Mattia Kezman,
Non, ça vient bien après. Ça vient bien après, non. Mais c'est dans les deux cibles dès le départ, c'est d'abord Makelele. Et Julie. Et Julie, ça vient après parce que Camara notamment, mais d'autres des joueurs me disent il faut quelqu'un qui mette de l'ambiance. C'est un peu triste. Makelele est un homme qui ne parle pas du tout dans le vestiaire. C'est un silencieux. Il fait son stretch avant, il ne dit pas un mot. Et il est drapé dans sa serviette, il ne dit pas un mot. On m'avait informé là-dessus, on m'avait averti. Et moi, ce qui m'intéressait beaucoup, j'en avais discuté évidemment avec le coach, parce que je n'ai jamais rien fait sans consulter le coach. Paul Le Guen. Paul Le Guen, c'était le technicien. Moi, j'étais un béotien sur le plan technique. Et donc, je prenais mes précautions et j'avais remarqué surtout, et j'avais consulté, un homme que je consulte toujours, jusqu'à aujourd'hui, qui pour moi est quasiment l'un des inventeurs du métier d'agent, c'est Alain Migliaccio. Et Alain Migliaccio m'avait dit, parle avec Zidane et tu verras ce qu'il va te dire de Makelele. C'est un essuie-glace. Et quand tu as un bon joueur, et on en avait repéré un, Paul Le Guen le voulait absolument, c'était Cessignon, qui était au Mans. Il était là comme milieu de terrain offensif, une technique admirable et formidable. Je suis déçu du fait qu'il n'ait pas fait la carrière qu'il méritait d'être et dont il avait les capacités. Mais il avait d'autres problèmes. Extra-sportifs. Et qui, je pense, malheureusement, ont un peu ralenti la carrière qu'il méritait, de par ses qualités naturelles. Et donc, ce qui me fascinait, mais grâce à des techniciens comme Paul Le Guen, comme Alain Migliaccio, comme Zidane, c'est qu'ils vous racontaient qu'il ne courait pas beaucoup, Makelele, mais il était toujours là où le ballon tombait. C'est la capacité. Et ça, c'est un des problèmes aujourd'hui que le PSG a. Parce que ce n'était pas tout à fait un verrouilleur qui manque aujourd'hui au PSG. Mais c'était quand même un homme qui ramassait les ballons derrière. Vous savez, c'était un peu... il traitait finalement tous les déchets. C'était une usine à lui seul de traitement de déchets, si vous voulez, de ratés, de ratages, etc. Et donc ça s'est passé très bien. Sébastien Mazin s'en est occupé lui-même personnellement très bien. Je me suis toujours très bien entendu avec Bazin, toujours, jusqu'au bout. Il y avait d'autres dans l'entourage de Bazin dont j'aurais voulu, si vous voulez, je dirais, sinon l'exil, du moins la mise à la retraite anticipée du conseil d'administration, on s'en serait mieux porté. Mais enfin bon, c'est comme ça. On y reviendra tout à l'heure. Voilà. Et donc ensuite, il me fallait et je suis allé à Lyon, parce que je connaissais Alain Migliaccio, bien en amont, bien sûr, lorsque j'ai pris la direction générale des sports de TF1, qui était un énorme budget, puisqu'il y avait tous les droits, la Formule 1, la Champions League, le téléfoot à travers le championnat de France, tout ce qui n'existe plus d'ailleurs, quasiment, sauf maintenant 3 ou 4 grands prix de Formule 1. C'était beaucoup d'argent, une très grosse rédaction, etc. Et donc je dialoguais beaucoup avec Migliaccio. Et Migliaccio, j'étais allé passer des vacances avec lui à Ibiza, où il habitait. Et il m'avait décrit la situation. Il avait beaucoup observé, on regardait les matchs ensemble. Et il m'avait fait plusieurs remarques dont j'allais tirer profit, notamment avec Julie. On est partis en secret, tous les deux, avec ma fille, qui parle très bien l'italien. Et je lui ai dit, surtout, tu ne montres pas que tu parles très bien l'italien, et tu me dis tout ce qu'il raconte sur le plan de l'exercice financier que nous allions évidemment provoquer avec Conte, avec... il y avait une star, notamment qui compte beaucoup à l'AS Roma, qui est toujours à l'AS Roma, qui est un grand joueur italien, et lui aussi faisait partie de la discussion. Et il voulait absolument pas céder, je vous dis, à moins de 4 millions et quelques. Or, je savais qu'il était en fin de contrat et qu'il ne valait pas plus que le contrat pouvait se réaliser à 2 millions, 2 millions.
Et ma fille me disait, ils vont céder. Je dis, d'accord, mais moi je me lève et je m'en vais. Je m'en vais parce que, putain, ça traîne. Alors, évidemment, les Italiens, c'est la campagne. Vous savez, on n'est pas loin de Rome. Il faisait beau. On va manger un plat de pâtes. Bon, on a mangé un plat de pâtes. Et durant la dégustation du plat de pâtes, l'un des joueurs, Conte, qui a été champion du monde, etc., dit au directeur financier, il faut lui donner le bon prix. Et finalement, on a conclu à 2,2 millions. On est reparti avec l'avion privé de Alain Migliaccio. On est arrivé à Paris, personne ne le savait. Ni Sébastien Bazin, personne ne savait qu'on avait signé. Et le lendemain matin, je suis allé voir Bazin, côté des Champs-Élysées, à son bureau, et j'ai dit, voilà, on a un Ludovic Giuly. Mais dans le contrat, il y a une clause, il doit marquer au moins 12 buts. Il en a marqué 13. Donc il avait rempli son contrat. Et surtout, c'est un bout en train formidable. Un mec toujours de bonne humeur, toujours sympa, toujours décontracté, jamais, si vous voulez, animé par la jalousie, la revanche. Non. Chaque matin, il arrivait et dit, on va gagner ce soir, président. On n'avait pas de match. Bon, c'est pas grave. Et donc, c'était Julie. Et puis après, on a fait Cécilion. Moi, je voulais aussi un arrière central sur les conseils de Paul Le Guen, qui avait raison. On voulait Bacha. Mais là, les Serbes se sont mêlés. Et ils voulaient un tas d'avantages. Et là-dessus, j'ai appris à des fins à avoir quand même une certaine autorité. J'ai dit, basta. Non. On se passera du clan serbe. Et on a bien fait. Il y a aussi également Guillaume Moirot, donc, qui est arrivé pour un demi-million d'euros du Havre. Ça, c'est Paul Le Guen qui l'avait fait auparavant et qui croyait beaucoup à Guillaume, qui a fait une bonne saison. À juste titre, parce qu'il a terminé meilleur à 20 buts Exactement. pour une première saison. Donc justement, au niveau du sportif, donc quand vous commencez la saison, ça démarre plutôt bien. Vous gagnez contre les 3 premiers du championnat, qui sont Lyon, Bordeaux et notamment Marseille. Vous allez gagner 4-2 chez eux. J'imagine pour vous, président qui commenciez votre mandat, que c'était la meilleure des manières d'entamer l'aventure PSG. Toute ma famille qui était OM en plus, mon frère qui est maire de Mandelieu, mon petit frère qui est médecin à Cannes, ils étaient tous dans les gradins, mais évidemment ils étaient neutres là, parce que c'était le club du grand frère. Bien sûr. Et moi, je ne manifeste jamais, je pense que c'est le minimum de courtoisie, ma satisfaction, surtout lorsque je suis invité et lorsque le président du club adverse est à mes côtés. Il y en a quelques-uns qui sont expansifs, de manière même à la limite du vulgaire, quoi. Et évidemment, c'est Peggy Lunendula qui avait fait une partie formidable, extraordinaire, qui a montré d'ailleurs que ce garçon avait vraiment de la classe, qu'il ne manifestait pas toujours parce que il a un mental, si vous voulez, évolutif. C'est le seul footballeur qui lisait les Échos tous les matins. Alors, j'étais assez impressionné par le fait qu'il lisait le programme économique et tout. Et il avait une épouse qui n'aimait pas tellement le football. Alors je lui avais expliqué à l'épouse, je l'avais invité, en disant, venez voir jouer votre mari, ça lui fera un plaisir formidable. Et ce jour-là à Marseille, il a été excellent, ça a été le meilleur joueur. Guillaume aussi a marqué 2 buts, si je me souviens bien, dont un penalty. Et ça a été un plaisir infini pour moi, mais intérieur, si vous voulez. Et il y avait aussi Pabiouf, qui était un homme qui vous recevait très bien. Et voilà, ça a été un bon moment. Quelles étaient vos relations avec Paul Le Guen Très bonnes, toujours excellentes. Très bonnes. Je restais à ma place, il restait à sa place. C'est un homme assez discret. On s'est vraiment très bien entendu. Il y avait pas mal, et ce que je n'ai pas aimé et que je n'ai pas apprécié, c'est qu'un certain nombre de membres du conseil d'administration ne cessaient, si vous voulez, de le critiquer auprès de moi. En permanence. En permanence. Et je pense que pour le climat d'ensemble, c'est une très mauvaise attitude. Un membre du conseil d'administration doit rester sur sa réserve, de ne pas vouloir à tout prix être au bord du terrain au moment de l'échauffement, aller voir les joueurs dans les vestiaires. C'est pas le zoo, les joueurs.
avant le match ou après le match. Et ce sont des professionnels et il faut les sauvegarder, si vous voulez, de toute cette camarilla qui occupe le carré des vanités et qui veut aller voir les joueurs comme on va voir la Girafe ou le Parc des Lions, si vous voulez, aux eaux de Vincennes. Moi, je me suis toujours opposé à ça. On me l'a un petit peu reproché. Je souhaitais que personne ne rentre dans le vestiaire avant le match. Après le match, pourquoi pas. Mais même ça me gênait. Mais bon, c'était ma philosophie personnelle. Et donc, sur votre mandat, il y a un tournant, c'est le 22 janvier 2009, quand vous envoyez une lettre aux actionnaires du club pour un peu critiquer... Et l'un des actionnaires la donnera. Aux autres après. Non, aux journalistes. Aux journalistes parce que à un journaliste du Parisien. Et j'ai identifié l'actionnaire qui avait dévoilé la lettre à la presse. Et donc, c'est ce qui marque un peu la fin de votre mandat, puisque après, comme la lettre était censée être personnelle, envoyée uniquement aux actionnaires du club, donc en gestion interne, comment ça se passe, vous, quand vous apprenez que la lettre a été diffusée dans la presse? Je sais que c'est la fin. Vous savez que... Obligatoirement. Pourquoi j'envoie cette lettre? Parce que l'un des membres de la DNCG, ancien membre de la DNCG, Jérôme Demesse, découvre une caisse parallèle, une analytique financière parallèle, dont je ne connais pas l'existence. Je ne l'admets pas. Je consulte l'un des grands avocats d'affaires, je consulte le procureur de la République de Paris, Jean-Claude Marin pour ne pas le nommer, qui me dit attention, c'est dangereux, pénalement. Dès lors, j'envoie cette lettre en disant je refuse de pénaliser Jérôme Demesse, de lui répondre dans une lettre qui stigmatise en quelque sorte son départ et sa démission, et dès lors je me mets en porte-à-faux, si vous voulez, vis-à-vis de l'actionnaire principal. Bazin a été très loyal, sans aucun problème. Autour de lui, c'est pas la même histoire. Parce qu'en plus, c'est justement après un match à Sochaux, au parc d'ailleurs, où vous avez une réunion pendant 3 heures avec les gens du conseil d'administration qui décident justement de provoquer... J'y suis pas, moi. Oui, vous n'y étiez pas, qui décide de provoquer une assemblée générale élective. Donc c'est ça qui absolument, mais c'était inéluctable. C'était inéluctable par rapport justement à la lettre que vous envoyez. Et justement, je voulais vous demander, est-ce que vous regrettez aujourd'hui d'avoir provoqué un peu ce clash en envoyant cette lettre? Non. Non? Non. Ça correspondait à mon éthique, à ma philosophie personnelle. Il y a un homme de grande connaissance, un technicien, des régularités et des irrégularités financières, Jérôme Demesse, qui démissionne. Et dès lors, j'adopte l'attitude que je devais avoir par rapport à ça, c'est mon opinion. Et dans ce conseil d'administration, qui survivra, ira jusqu'au bout de la route, de la saison, je trouve que ceux qui ont organisé la fuite n'ont pas été sanctionnés. C'est une erreur fondamentale de la part de l'actionnaire principal. Et avec le recul maintenant que vous avez, quel bilan vous gardez de vos 8 mois à la présidence du PSG? Excellente. Parce que c'était la première fois que vous dirigiez un club. Absolument. Et la dernière. Et la dernière. Vous en gardez d'excellents souvenirs? Ah oui. J'ai rencontré des hommes de grande loyauté, assez fins, intelligents. Je garde un excellent souvenir de mes contacts avec un certain nombre d'agents. J'ai fait des erreurs, bien sûr. Je pense que Kezman en est une. Qui a été décevant et... Oui, assez décevant, oui. J'ai sans doute, je me suis laissé influencer par un ou deux agents qui étaient astucieux, intelligents, mais bon, qui, je crois, ont fait leur travail honnêtement. C'était à moi de voir que les statistiques n'étaient plus aussi bonnes, ce qui était le cas. Et vous savez, vous êtes toujours porté, comme on était très bien classé. J'avais le sentiment qu'il fallait renforcer encore le potentiel du club pour être dans les 3 premiers et jouer la Champions League. Ça n'a pas été le cas, je suis parti, mais je ne sais pas ce que ça aurait été après. Et j'ai toujours été très bien aidé par Le Gouët, vraiment. Parce que c'est vrai qu'à l'époque, certains médias
parler de relations compliquées avec Paul Le Guen, votre Jamais. entraîneur? Jamais. Jamais. Mais ça, c'est aussi un ou deux joueurs à l'intérieur qui servaient de relais à des journalistes qui écrivaient leurs livres. Ça aussi, sur le plan éthique, moi, à la place de l'actionnaire principal, j'exclus ces joueurs. Je les vends. D'autant plus qu'ils ont la mentalité de vendre et de se vendre sur le plan des infos et du trafic d'influence qu'ils exerçaient au sein du club. Et justement, avec l'expérience que vous avez acquise du coup pendant ces 8 mois à la tête de la présidence du PSG, il y en a eu d'autres, d'hommes de médias comme Michel Denisot, Charles Bétry, qui ont occupé cette fonction. Selon vous, qui a été le plus grand président du PSG et quelles sont les qualités nécessaires pour avoir la présidence d'un tel club? Denisot a été un grand président. Il a construit quelque chose. Et c'est un homme pondéré, il faut l'être, mais qui ne s'est jamais trouvé dans la situation d'un club qui était au bord de la relégation. Quand vous prenez un club de ce type et que vous n'avez pas d'expérience, il faut être un peu, certains diront suicidaire. Arsène Wenger vous direz aimer souffrir. Moi, je ne suis ni suicidaire, ni un homme attiré par la souffrance. Je suis un fataliste, c'est-à-dire un véritable optimiste. Ce qui arrive, arrive. Il faut faire face et essayer de surmonter. Et je ne vois pas la vie en rose, mais je pense qu'il y a toujours un moyen. Et le seul regret que j'ai, c'est de m'être extrait volontairement par la gestion que j'ai pu adopter, d'une ambiance assez formidable et d'une bonne relation, notamment avec la plupart des membres du club.